Laissez passer nos sœurs musulmanes qui arrivent. Sourire gêné, regard baissé, cette femme musulmane applaudit tandis que deux Européennes lui ôtent son haïk, ce grand voile traditionnel blanc qui recouvre beaucoup de femmes au Maghreb. Les autres femmes musulmanes lancent leur yo-yo traditionnel. Un spectacle qui semble ravir la foule. Et tout le monde, évidemment, s'occupe de les photographier. La mise en scène est signée des militaires français du 5e bureau, des spécialistes de la guerre psychologique. Derrière cette photo, rare, il en existe une poignée d'autres, archivées en France mais peu connues. Elles illustrent comment l'armée a fait de l'émancipation des femmes musulmanes un instrument spectaculaire pour rester au pouvoir. Eh bien voilà. Au pouvoir de la plus grande colonie française, l'Algérie. Cette dernière acclamation, nous allons lâcher l'antenne. Ici, le balcon du forum. À vous, Studio Hoche. Les femmes arabes et leurs voiles fascinent les Français depuis leur arrivée en Algérie en 1830. Des artistes nourrissent pour elles des fantasmes sexuels. Ils les montrent à demi dévoilées, complètement dévoilées, vraiment à peine habillées. Pour d'autres, les femmes voilées représentent l'inaccessibilité de la culture musulmane. Pour découvrir ces secrets, un général préconise de déchirer le voile qui les recouvre. Son but, mieux contrôler la population locale. Pour certaines féministes, dont la pacifiste Hubertine Auclair, le voile symbolise la soumission des musulmanes au patriarcat et à des règles jugées archaïques. Qu'on soit pour ou contre la présence française en Algérie, le voile est présenté comme un symbole, celui de l'oppression des femmes musulmanes. « 1er novembre 1954. La Toussaint rouge. C'est le déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À peine un an plus tard, les militaires français découvrent dans les rangs de la rébellion des femmes. Les premières femmes qui ont rejoint le maquis, ce sont des jeunes femmes, dévoilées. Elles sont actives, elles sont incorporées au sein de l'ALN. L'ALN, l'Armée de Libération Nationale, c'est la branche militaire du Front de Libération Nationale, le groupe indépendantiste algérien qui déclenche la guerre. Et elles sont actives auprès des populations féminines dans les zones rurales. Ces femmes indépendantistes, fusées en bandoulière, inquiètes. À partir de 1956, l'administration et l'armée française font de cette émancipation des musulmanes une mission stratégique. Ils lancent par exemple les MC, les équipes d'infirmières et d'assistantes sociales itinérantes. Dans les campagnes, ces infirmières, des européennes et des musulmanes, en équipe, volent au secours des femmes jugées victimes des traditions locales, de l'islam et de la pauvreté. À leur côté, des caméramans et des photographes de l'armée. En allant d'équipe en équipe, sous des aspects différents, la femme m'est apparue pitoyable, asservie, reléguée au triste rôle de domestique ou même de bête de somme. Parallèlement à ces infirmières missionnées par l'armée, en mai 1958, deux femmes entrent en scène. Elles sont les épouses des généraux Salan et Massu, deux des principaux chefs militaires qui combattent les rebelles. Madame Massu parle aux femmes d'Algérie. Soutenues par leur mari, elles fondent le mouvement de solidarité féminine. Parallèlement au regroupement de toutes les forces vives d'Algérie, nous nous proposons d'organiser un vaste mouvement de solidarité féminine. 2 ans plus tard, cette organisation réunit 300 cercles fréquentés par 60 000 femmes. Là, l'émancipation des musulmanes passe par l'apprentissage de la couture, de la lecture, de l'écriture et même de la cuisine européenne. Au même moment, la guerre déchire le pays. Des corps abandonnés, du bétail massacré, des maisons incendiées,
la télévision française met l'accent sur les atrocités des maquisards indépendantistes du FLN, bien peu sur celles des armées françaises. Cette armée, dite de répression, partout où elle est, a ouvert ses ambulances et ses pharmacies à tout venant. Combien de villages et de douars épars dans les campagnes ont pu être soignés et secourus grâce au dévouement des médecins et des infirmiers militaires. La télévision a beau se montrer rassurante, la guerre s'enlise. Quelques hauts gradés français comprennent que du côté de Paris, on commence à réfléchir à négocier avec les rebelles. C'en est trop. Au balcon, le général Salan annonçait qu'il avait reçu mission d'assumer les pouvoirs civils et militaires dans un discours où il faisait acclamer l'Algérie française. C'est un coup d'État. Une poignée de généraux français prennent le pouvoir, refusant tout abandon devant les indépendantistes. Au sein de l'armée, le 5e bureau redouble d'efforts. Le 5e bureau, ce sont des militaires spécialistes de l'action psychologique. En clair, leur objectif n'est pas de conquérir un territoire face à des combattants, mais de contrôler la population civile, un enjeu essentiel pour vaincre l'ennemi. Leur technique pour y arriver, c'est ça. Renseignement, contre-guérilla, action politique et sociale, propagande. Par exemple, les MC qu'on a vus avant, c'est une idée du 5e bureau. Et depuis un moment, le 5e bureau, qui veut contrôler la population musulmane, a en ligne de mire ça, le voile. Les autorités coloniales et les Français, les Européens d'Algérie ont perçu le voile donc comme une barrière entre les hommes et les femmes au sein de la population musulmane, mais c'est également une barrière entre la population musulmane et la population européenne. À travers ce voile, la femme est insaisissable, la femme est inaccessible, mais c'est également toute la société qui est inaccessible à travers le voile. Pour s'en débarrasser, le 5e bureau va organiser des séances publiques de dévoilement. La première d'entre elles a lieu le 17 mai 1958, à Alger, tout près de l'immeuble du gouvernement général. En voici quelques très rares images filmées, retrouvées dans des archives de l'outre-mer. Devant la foule, des jeunes musulmanes retirent et brûlent leur voile. Aujourd'hui encore, l'identité de ces femmes reste un mystère. Des historiens supposent qu'elles sont des employées de l'administration coloniale et aux ordres du 5e bureau. Encore une autre annonce au micro. Laissez passer nos sœurs musulmanes qui arrivent et qui viennent ainsi manifester leur volonté de libération. Le lendemain, le 18 mai, même secteur, des musulmanes des quartiers pauvres retirent leur haïk et leur hajar, ce petit voile qui recouvre le visage. Elles appartiennent au mouvement de solidarité féminine, créé par les épouses Salan et Massu, mais piloté en sous-main par le 5e bureau. Une de ces musulmanes s'adresse à la foule. Nous nous rendons compte bien comment nos vêtements traditionnels, notre existence de recluse, sont des éléments qui nous éloignent de nos sœurs françaises de religions différentes. Bravo, végétarien. Ceux qui applaudissent, des musulmans et des Européens, soudés dans un élan de fraternisation, comme espère le faire croire aux Français de métropole et au monde entier, le 5e bureau. C'est un habitant de la Casbah qui vous parle. J'ai demandé moi-même spontanément à venir devant le micro. Personne ne m'a sollicité pour faire cette déclaration qui me tient à cœur. Je tiens tout d'abord à remercier la France. Ces séances publiques de dévoilement se multiplient dans toute l'Algérie. Partout, on exhorte les femmes musulmanes à briser leurs chaînes. Comme ici, à Constantine, le 28 mai, jour où Monique Améziane s'est dévoilée. Monique Améziane, 17 ans, est lycéenne. Elle est une évoluée. À l'époque, c'est le terme qui désigne une musulmane qui a suivi des études et qui a adopté certains aspects du mode de vie français. Par exemple, Monique Améziane n'a jamais porté de voile. Mais là, elle en porte un sous la pression des militaires.
ils retiennent prisonnier son demi-frère Mouloud, lié au FLN. En échange de la libération de Mouloud, les militaires exigent de la jeune femme qu'elle lise, en public, un discours contre le voile, puis qu'elle le retire. L'une d'elles déclare en invitant ses camarades à se dévoiler comme elle, « Nous avons, nous les femmes musulmanes, plus particulièrement pris conscience de notre évolution, condition essentielle du progrès. » Monique s'exécute, les militaires libèrent Mouloud, choqués. La jeune fille retourne réviser son baccalauréat. Ironie de l'histoire, le père de Monique est un bachaga, un notable musulman. Pro-français, il est menacé de mort par le FLN. Mais ce n'est pas tout. Pour s'assurer que le message passe bien, le 5e bureau fait parler les murs, avec ce genre d'affiches de propagande qui incitent les femmes au dévoilement. Dans des films, les militaires montrent à quel point les femmes ont intérêt, pour elles et leurs enfants, à choisir l'Algérie française, plutôt que l'Algérie du FLN. Le message de l'État colonial est clair. Musulmanes, votez oui au référendum de septembre 1958 pour que l'Algérie reste française. Ça va plus loin que juste le vote. C'est vraiment démontrer également que l'intégration est possible. Concrètement, l'armée française considère mai 58 le dévoilement comme le début en fait d'une politique d'émancipation pour les femmes. Donc ça inaugure une ère où il y a énormément de mesures qui sont prises en faveur des femmes et entre autres bien entendu la fameuse réforme du mariage de 1959 qui est quand même une réforme très importante. Cette année-là, la répudiation est encadrée par décision judiciaire. On fixe à 15 ans l'âge minimum du mariage des filles et les futurs époux doivent être consentants. Et pour 4 millions de femmes algériennes, cette simple formalité signifie la personnalité et la dignité retrouvées. Derrière les chiffres de la propagande, une réalité moins glorieuse. Ces mesures n'ont profité qu'à peu de musulmanes. Les plus riches, les plus citadines. Surtout, ces mesures d'émancipation arrivent trop tard. Car depuis le début de la colonisation, en 1830, la France elle-même a maintenu les femmes dans un statut d'infériorité. Conséquence d'un traité signé entre l'État français et le souverain algérien de l'époque. Traité qui prévoit que la France ne touche ni à la religion des populations locales, ni aux lois religieuses qui régissent la vie familiale. Filiation, mariage, répudiation, propriété, héritage, etc. Maladroite, activée en urgence, au milieu d'une guerre dévastatrice, les mesures d'émancipation de la fin des années 50 ne peuvent plus rien changer. La France a perdu la main. Elle perd l'Algérie le 18 mars 1962. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour découvrir d'autres images tournées par l'armée française, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube de l'ECPAD ou sur son site internet. On vous a mis les liens sous la vidéo. Également sous cette vidéo, on a ajouté des titres de livres pour que vous en appreniez plus sur la guerre d'Algérie. Et on vous conseille 4 films, des fictions, sur cette guerre. On a retenu L'ennemi intime de Florent Siri. C'est l'histoire d'un officier français, au départ opposé aux atrocités qui ont marqué cette guerre, mais qui va finir par y prendre part. Toujours côté armée française, il y a RAS d'Yves Boisset et Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vauthier. Ces 2 films montrent comment l'armée française s'y est prise pour transformer des insoumis et des appelés du contingent hostiles à cette guerre en tortionnaires et en tueurs. Enfin, côté indépendantiste, il y a la bataille d'Alger de Gillot Pontecorvo. Là, c'est la guerre d'Algérie côté FLN avec son organisation, ses tactiques, sa stratégie.